Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va super les amis. Après avoir lu vos traits d'horreur sur Reddit, c'est assez compliqué de dormir à la nuit, je vous mens pas. Si vous êtes là, si vous avez vu le titre de la vidéo, la miniature, c'est pour une bonne raison. Avoir peur la nuit. J'espère que vous êtes bien installés sur votre fauteuil ou bien dans votre lit, à regarder la vidéo de préférence le soir pour avoir les effets directs. Avant que tout commence, je tiens à vous préciser que dans la vidéo, il y aura deux straits d'horreur. Un strait d'horreur où je serai à la première personne, donc en fait je me mettrai à la place de la victime du strait d'horreur et des événements paranormaux, donc tout simplement je dirais voilà, comme si je vivais l'action. Et un autre strait d'horreur où je serai à la troisième personne, tout simplement je me mettrai un peu à l'écart de l'histoire de la victime, voilà. Et bah n'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous préférez, soit je à la première personne ou soit bien il à la troisième personne. Et après pour les prochains straits d'horreur, etc. Allez donc posez-vous tranquillement, je vous raconte tout ça, c'est parti. Je vais donc vous raconter le premier strait d'horreur à la troisième personne. C'est l'histoire de Nicolas. Il avait 15 ans lors de la semaine où son histoire a commencé. Un jour, sa famille et lui décidèrent de repartir en vacances au Canada. Lui et son frère Adrien étaient super heureux de découvrir le Canada pour la première fois. Mais malheureusement, s'ils savaient ce qui allait leur arriver, ils n'auraient jamais voulu y aller. Lundi matin, ils sont arrivés au Canada. Un peu plus tard dans l'après-midi, ils sont arrivés dans leur location. Son frère et lui devraient se partager la chambre du premier étage. La journée s'est très bien passée, mais c'est au soir où tout a basculé. 23 heures. Lui et son frère sont en train de discuter sur des sujets divers, de nouvelles vidéos sur YouTube ou de nouvelles séries. Quand soudain, une ombre passa juste devant la fenêtre. Voilà, ça commence mal. Nicolas nous dit qu'il a quand même pu réussir à apercevoir et à analyser l'ombre, et il s'agirait donc d'un grand homme de plus de 2 mètres. Ça commence à faire flipper. Son frère Adrien lui dit que ça pouvait être tout simplement un touriste qui est passé devant la fenêtre. Mais non, ce n'était pas ça. Car n'oubliez pas que leur chambre se situe au premier étage. Comment un touriste pourrait être apercevable du premier étage, à moins qu'il fasse 4 mètres? Juste après les paroles d'Adrien, un bruit surgit en dehors de la maison. Un bruit assez lointain, assez grave, et réussir à distinguer un rire glacial, suivi d'un son métallique. Un coup de couteau. C'était sûr pour Adrien et Nicolas, un meurtre venait de se passer. Minuit. Adrien et Nicolas discutèrent longtemps de ce sujet en amont et après ils décidèrent d'aller se coucher car il se faisait quand même assez tard et que demain ils avaient une grosse journée. Cette nuit-là, il dormit très mal en pensant vraiment à ce meurtre et qu'est-ce qui pouvait vraiment se cacher derrière ça. Le lendemain matin, vers environ 9 heures, Adrien et Nicolas allèrent parler à leurs parents de ce qui s'était passé la veille et de ce qu'ils avaient entendu. Bien évidemment, leurs parents ne les croyaient pas du tout. Ils disaient que c'était leur imagination ou bien que c'était peut-être des bruits d'animaux qui provenaient de la forêt. De plus, leurs parents leur ont dit d'aller se reposer car ils s'étaient couchés assez tard la veille. Mais après seulement 30 minutes de repos, leur mère arriva, les prit par le col et les emmena dans la voiture. Ils ne comprenaient rien du tout à ce qui se passait, à la violence des actes de leur mère. Au rez-de-chaussée, devant la porte de la maison, leur mère leur annonça qu'il fallait vite prendre leurs bagages et monter dans la voiture et qu'ils allaient aller à un hôtel à plus d'1 heure d'ici et que c'était très urgent. Au début, Nicolas et Adrien ne comprenaient vraiment pas la réaction de leur mère et surtout que leur père était en train de démarrer la voiture. Nicolas demanda ensuite à sa mère pourquoi il fallait partir le plus vite possible. Sa mère lui dit qu'elle allait lui en dire plus dans la voiture.
Enfin les bagages prêts, tout le monde dans la voiture, leur père commença à conduire assez rapidement et à se dépêcher. Il grilla même un feu rouge. Adrien et Nicolas ne comprenaient vraiment pas du tout ce qui se passait. Mais en réalité, c'était à cause d'eux que tout ça s'est passé. Presque sortis du village, ils entendent encore des bruits, des rires un peu pareils que la veille autour de la voiture. Ce rire s'arrêta net après avoir quitté le village. Personne n'avait dit un mot de tout le trajet. Arrivé à l'hôtel, son père se gara dans le parking et sa mère commença à expliquer à Adrien et Nicolas la raison de ce départ précipité. La mère commença par lui expliquer qu'au début il ne croyait pas vraiment l'histoire d'Adrien et Nicolas au sujet du soi-disant couteau du meurtre que Nicolas et Adrien avaient entendu la veille. Mais quand, vers 3h30, sa mère est sortie dehors pour aller promener son chien, elle a vu tout simplement un couteau ensanglanté juste en bas de la fenêtre. Ça commence vraiment à devenir glauque cette histoire. Mais c'est pas fini. Il y avait aussi un petit bout de papier juste à côté, avec des informations personnelles sur la famille de Nicolas, et aussi avec une petite phrase disant « Vous n'êtes pas les bienvenus ici ». Bien évidemment, leurs parents avaient appelé la police avant le réveil d'Adrien et Nicolas pour essayer d'en savoir plus. Il paraîtrait que c'était une organisation secrète du village qui n'avait jamais réussi à trouver et que beaucoup d'autres personnes ayant loué la même maison que la famille de Nicolas avaient reçu ce message étrange. Nicolas nous dit donc qu'il pensait que la maison était hantée, qu'elle était habitée par des personnes ou bien des fantômes. Mais le pire dans tout ça, c'est que quand la mère a pris le couteau, elle a vu que le sang coulait encore et qu'il était encore frais. Ça voudrait donc dire que ce n'était pas un objet qui était utilisé à plusieurs reprises pour faire toujours le même coup, mais que c'était un objet qui venait d'être utilisé. Sur qui, l'on ne sait pas encore. La police a répondu aux parents de Nicolas qui ne pouvaient en rien faire, qu'ils essayaient de chercher. Il paraîtrait que c'était des personnes du voisinage qui feraient quelques blagues, qui se prendraient pour une organisation de fantômes ou de secrets pour, entre guillemets, protéger la maison. On ne sait pas encore. Nicolas nous en a pas plus dit sur cette histoire, malgré que ça l'a vraiment traumatisé, lui et sa famille. Waouh! Ok. Donc je résume vite fait, en gros ils sont allés au Canada, ils ont loué une vieille maison ou plutôt un vieux manoir, ils sont allés se coucher, ils ont entendu des rires, un coup de couteau, puis le lendemain ils ont retrouvé un couteau ensanglanté avec du sang frais. La police répond à cet acte bizarre en disant que c'est soit une organisation ou bien des gens qui font quelques blagues pour cette maison et pour entre guillemets protéger la maison. Nicolas pense que c'est peut-être un fantôme dans la maison qui veut faire fuir les locataires de cette maison. On n'en sait pas plus. Moi je pense que cette histoire elle est quand même assez marquante et que c'est sûr si vous vivez ça, vous n'êtes pas très bien. Surtout après avoir entendu un coup de couteau, ne pas savoir si c'est vraiment un meurtre qui s'est passé ou bien si c'est une blague. La police a fait des analyses de sang et bien évidemment c'est du vrai sang. Alors on ne sait pas si c'est une blague, si les gens se sont vite fait mutiler pour mettre un peu de trucs. Ça devient quand même assez glauque quand on y pense. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve quand même que c'est une histoire assez dure à vivre et surtout après quand vous y repensez. Mais après ça peut quand même être assez rassurant que toute votre famille l'ait vécu et bien évidemment que la police dit que c'est arrivé assez fréquemment. Ou bien ça peut vous faire encore plus peur de savoir que ça pourrait être vraiment vrai. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce trait d'horreur et de la façon dont je l'ai raconté, si peut-être je peux l'améliorer un peu à la troisième personne. Nous on est parti pour le deuxième trait d'horreur à la première personne. Pour le second trait d'horreur, j'ai choisi une histoire qui fait assez réfléchir. Vous allez voir, c'est vraiment du lourd. Je m'appelle Sarah, j'ai 34 ans et j'ai rencontré des problèmes avec l'un de mes anciens appartements à Paris. J'ai décidé de raconter mon histoire qui m'a littéralement traumatisé. Alors déjà, quand une personne te dit ça, c'est pas du fake, ça a l'air d'être vraiment traumatisant. Cette histoire s'étend sur une longue période de ma vie qui m'a profondément marqué.
En 2013, je m'installe dans un nouvel appartement à Paris avant de recommencer mes études. Mon déménagement a eu lieu un vendredi. C'est au soir où tout commence. Je dors seul dans mon appartement et je commence à entendre taper sur les murs. Ça ne me perturbe pas plus que ça, je me dis que les voisins sont tout simplement bruyants et j'espère simplement que ça ne va pas durer très longtemps. Plus les jours et plus les semaines passent, elle commence à s'habituer et elle note qu'elle a droit à ce vacarme le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche soir. Puis une semaine particulière, les bruits cessent. Plus rien. Pendant une semaine, 2 semaines, plus aucun bruit, plus aucun tapement sur les murs. Puis un week-end, ça recommence. Des tapements sur les murs, il y a aussi un claquement, comme une capsule d'aluminium de médicaments qu'on ouvre et qui se reproduit plusieurs fois. Sauf que cette fois, le bruit a l'air très proche de moi. Ma chienne est devant moi, les poils dressés, et elle commence à aboyer contre la porte de ma chambre que je ferme toujours avant de dormir. Je commence à me dire que quelqu'un entre dans mon appartement quand je vais me coucher. Je précise que je suis quelqu'un de très cartésien. Le lendemain, je décide de faire le tour de mon appartement. J'essaie de chercher peut-être une trappe où quelqu'un pourrait passer à travers un mur. J'essaie de soulever les lattes du parquet et je constate donc qu'il n'y a rien d'anormal. Personne ne peut rentrer chez moi. La chaîne de l'appartement est sécurisée. Je me rassure donc en me disant que ce bruit, une semaine sur deux, est sûrement à l'origine d'enfants qui viennent en garde alternée. Le week-end passe, plus rien la semaine d'après, et la semaine plus tard, rebelote. Tout recommence. Sauf que cette fois-ci, le matin, au réveil, je découvre que tous mes vêtements que j'avais laissés par terre dans ma salle de bain étaient mis dans mon lavabo et trempés. À ce moment-là, je commence à flipper sérieusement. Je décide donc d'inviter une amie à dormir chez moi, je ne lui dis rien et j'attends juste de savoir si elle va entendre les mêmes bruits que moi. Après un délicieux repas et une discussion assez intéressante, je vais me coucher avec mon amie. Tout se passe bien, on dort tranquillement, mais bien sûr, ça serait trop beau pour être vrai. C'est alors que le soir vers minuit, elle me réveille en me disant qu'elle entend des bruits de pas et qu'elle entend taper contre le mur. Effectivement, elle avait raison. Au niveau de ma tête de lit, le mur tremble. Fort. Très fort. Sauf que ce mur ne donnait pas chez les voisins, mais à ma salle de bain. Mon amie avait envie de vomir, ma chienne était impossible à calmer, elle faisait que de courir, elle tournait sur elle-même, elle était prête à attaquer quelqu'un. Elle sentait une présence à côté de nous et elle était prête à nous défendre. Et moi, j'étais tétanisé. Après cet incident, mon ami n'est plus jamais venu dormir chez moi. Les bruits continueront tous les 3 soirs du week-end, le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche soir. Toutes les 2 semaines, je vis un enfer. Les soirs de week-end, je ne dors plus. J'ai peur. Je ne comprends pas ce qu'il se passe, mais je suis persuadé que quelqu'un hante mon appartement. Quelqu'un ou bien quelque chose. Mon enfer va durer 9 mois. Malheureusement, je ne pouvais pas changer d'appartement car j'étais tout simplement étudiante et que cette location était un très bon plan pour mes études juste à côté de mon université. C'était déjà assez compliqué comme ça, sauf ça s'est aggravé. Après 9 mois, je découvre un papier déchiré en confetti dans mon entrée. Je rappelle que ma chienne dort avec moi dans la chambre. La porte fermée, je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça. Malheureusement, j'ai dû commencer à prendre des somnifères pour essayer de dormir le soir. Aucun de mes voisins n'avait parlé de ce problème et je n'osais pas aborder ce sujet de peur qu'ils me prennent pour une folle. Un jour, je décide d'en parler à une amie dont la maman est connue pour ressentir des choses, des âmes ou bien des démons. Elle propose de passer chez moi et de voir ce qui se passe. Il faut savoir que dans ma tête, je donnais un visage à la personne qui faisait du bruit chez moi. Peut-être bien pour me rassurer. Pour moi, il s'agirait d'un grand homme d'une 40aine d'années, mince et chauve. Bref,
Un mercredi, où j'étais moi-même en cours, la maman de mon ami passe à mon appartement après de lui avoir donné les clés pour essayer de ressentir quelque chose. Le soir, j'appelle mon ami pour faire un petit débrief pour savoir ce que sa mère aurait pu ressentir dans mon appartement. Elle me passe sa maman et on commence à discuter. Sa maman me dit qu'il y a un homme dans mon appartement. Quelqu'un qui serait décédé assez jeune de mort violente. Une personne qui voudrait partir, mais qu'elle veut que tout le monde sache qu'elle était là. C'est pour ça qu'elle essaie de se faire remarquer en tapant contre les murs. Ou bien en faisant des actes visibles, comme par exemple prendre ses habits et les mettre dans le lavabo. Et selon sa mère, je serais une personne sensible au paranormal. Là, ça commence à faire flipper. À l'instant après avoir eu cette conversation, je me suis assis sur mon lit. J'essaie de comprendre un peu, je réfléchis sur le sujet et je regarde un peu dans ma chambre les différents éléments pour essayer de me changer un peu les idées. J'aperçois un soutien-gorge que j'avais laissé sur mon bureau le matin. Je le fixe en pensant encore à la discussion que j'avais eue avec la mère, que j'étais sensible au paranormal, etc. Quand soudain, je vois que le soutien-gorge commence à glisser sur le bureau. Je le vois glisser tout au long du bureau avant de tomber par terre. Je tiens à vous préciser que c'est la seule fois où je verrai une action paranormale se passer juste devant mes yeux. Tout le reste, tout ce qui s'était passé les dernières fois, j'avais vu tout simplement le résultat le matin. Hormis bien sûr les bruits qui s'étaient passés la nuit. Je commence à faire des recherches sur mon adresse, sur l'histoire de mon appartement et la seule chose que j'ai trouvée, c'est un fait divers qui s'était produit il y a 2 ans, avant mon emménagement. Au bout de la rue, un homme a été abattu par une balle dans la tête alors qu'il était posté dans l'entrée d'un bar un vendredi. Coïncidence? Il paraîtrait donc que les assassins aient pris la fuite par scooter et qu'ils n'ont jamais été retrouvés. La victime avait environ 43 ans. Elle habitait une centaine de mètres plus bas dans la rue, comme le disait le stupide article de journal que je lisais sur internet. Une centaine de mètres plus bas, ça pourrait peut-être correspondre à mon appartement. Car oui, mon appartement se situe à environ une centaine de mètres du bar évoqué dans le journal. Dans cet article, il y a beaucoup de détails qui me faisaient penser à ce que je pensais de cet homme dans ma tête, à l'image que je me représentais de lui, un homme à la quarantaine, chauve, mince, grand, et cela ne me rassure pas du tout. Nous sommes en juin et cela fait plus de 9 mois que je suis dans mon appartement. Et malheureusement, j'apprends une nouvelle qui me marque. Ma grand-mère vient de décéder. Celle-ci était assez croyante dans le paranormal et dans tout ce qui était des âmes et des fantômes. Au contraire, moi je suis surtout cartésienne et je n'y crois pas vraiment. Parmi les souvenirs que j'ai pu récupérer d'elle, il y avait un chapelet rouge de la Vierge Marie qui était très joli. Je l'ai donc pris et ramené dans mon appartement. Je voulais trouver un petit endroit assez bien pour le mettre en décoration et je me suis dit que la poignée de la porte de ma chambre ferait l'affaire. En plus, comme on pouvait l'enrouler, c'était très facile à enlever et à pouvoir bien placer. Et hasard ou non, je n'ai plus jamais eu de manifestation paranormale dans cet appartement depuis que j'ai été en possession de ce chapelet. Et depuis que je l'ai mis sur la poignée de la porte de ma chambre. C'est alors après plus de 10 mois dans cet appartement, ma chienne a commencé à avoir des habitudes normales, à essayer d'être un peu plus propre, car durant les apparitions paranormales, ma chienne faisait pipi un peu partout, elle n'écoutait pas vraiment, elle grognait très souvent et aussi elle était assez craintive. C'est alors qu'à partir de ce 10e mois, tout est rentré dans l'ordre. J'ai pu réinviter mon ami à dormir chez moi, à passer des soirées. Je n'entendais plus de bruit, de tapements sur les murs. Je ne voyais plus mes objets, mes vêtements bouger. Tout ce qui avait un sens paranormal avant n'existait plus maintenant. C'est ainsi que s'est passée mon histoire dans mon premier appartement à Paris, il y a assez longtemps. Après quelques années dans cet appartement, j'ai fini mes études, puis j'ai déménagé dans une maison à la campagne où je n'ai plus jamais eu de problèmes paranormaux. Waouh! Eh ben, vraiment cette histoire, elle est à couper le souffle.
un peu de poésie dans un événement paranormal. Je trouve vraiment cette histoire autant flippante que très belle. La fin est assez ouverte. Après le décès de sa grand-mère, elle n'a plus eu d'événements paranormaux. Et grâce à la maman de son amie, elle a compris qu'elle était un peu sensible au paranormal et qu'il y avait soi-disant un homme dans son appartement. Alors même qu'au début, elle se doutait bien aussi qu'il y avait quelque chose de pas normal dans son appartement. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo d'horreur. Le premier extrait d'horreur qui faisait quand même assez flipper, voilà, avec vraiment des doses de réel et que les personnes comme Nicolas et Adrien ont été vraiment traumatisées et ont eu une marque, tout simplement de ne pas savoir qui était derrière tout ça et aussi de penser que peut-être les personnes courent toujours et qu'elles ont voulu à la famille de Nicolas et d'Adrien. Et pour la deuxième histoire, tout simplement, elle est un peu plus lourde ou plutôt légère. Je sais pas quel est votre aperçu sur cette histoire. Je trouve quand même qu'il y a une belle fin. Il n'y a pas vraiment de méchant dans cette histoire parce qu'en fait tout simplement l'homme dans la maison il cherchait juste à dénoncer son meurtre dans le bar et bien sûr à se faire remarquer et que soi-disant grâce au chapelet de la Vierge de sa grand-mère qui était décédée il n'y a pas si longtemps, elle a réussi à faire fuir l'âme de la personne qui était encore restée là. Alors je trouve quand même que ces histoires sont assez belles, elles font assez réfléchir sur la vie un peu quand même et sur aussi le comportement humain. Donc après bien évidemment vous pouvez croire à ces histoires ou ne pas y croire. Je trouve quand même qu'il n'y a pas vraiment d'absurdité dans ce qu'elle nous raconte, mais après quand même une âme qui arrive à déplacer des vêtements, à les mouiller dans le lavabo, je pense que c'est quand même assez poussé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des deux vous avez préféré et bien évidemment laquelle des deux narrations, si vous préférez à la troisième personne comme au début ou bien à la première personne quand je me suis mis à la place de la victime. Bon bien évidemment je n'étais pas une fille, voilà, donc ça pouvait peut-être pas coller vraiment, mais après peut-être dans les prochains straits d'horreur que je ferai, j'essaierai de me mettre dans la peau d'une victime plutôt masculine et j'essaierai bien sûr de diversifier mes propos. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que t'as un peu kiffé, voilà, que ça t'a fait un peu peur, que ça t'a fait un peu réfléchir sur l'horreur, etc. Moi, ça m'a vraiment plu de pouvoir raconter ces histoires. Bien évidemment, n'hésitez pas à m'envoyer vos straits d'horreur sur le serveur Discord ou bien me mentionner sur Reddit, Clemval-814. Et donc, n'hésitez pas à me donner vos idées pour les prochains straits d'horreur. Moi, je pense que ça serait peut-être pas mal de faire une série de straits d'horreur, c'est-à-dire des straits d'horreur d'une histoire en fait qui continue, voilà, faire plusieurs épisodes. Par exemple, je sais pas, un premier traumatisme, après revenir, faire une sorte de série un peu comme ça où je vous raconte. N'hésitez pas à me dire si c'est une bonne idée en commentaire. On se retrouve donc sur ma chaîne pour de prochaines vidéos. Allez, c'était Clemval14. Ciao tout le monde!